Bonjour Jean-François, Bonjour. je suis ravi de vous recevoir. Ben moi aussi. J'ai une surprise pour vous, est-ce que vous voulez savoir laquelle? Ah, Alors, j'aime bien les surprises. regardez ça. Je vous ai amené une Omega Speedmaster de 1970 et je me suis dit que ça allait vous rappeler des souvenirs. Ah ben c'est sûr, oui. Bon, je peux la prendre. Bien sûr, 1970, c'est un an après le premier alunissage, le 20 juillet 69. Vous vous souvenez de cette époque? Ah oui. J'avais 11 ans Ouais. quand les premiers humains ont marché sur la Lune et j'ai vraiment un souvenir vif devant la télé avec mon frère jumeau, ma soeur, les parents qui m'avaient réveillé, mon père pilote de chasse. Et je me souviens, je ne réalisais pas que c'était les Américains avaient gagné une course contre les Russes. Pour moi, c'était des humains comme moi qui étaient là, debout sur cet autre corps céleste. Et j'ai vraiment cru toute mon enfance qu'adulte, je pourrais le faire un jour parce que ça allait se démocratiser. Et évidemment, cette montre, elle est mythique pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, elle est très professionnelle. On lit très parfaitement, on lit les informations très facilement. Parce que les pointeurs sont fins, très précis. Elle est très belle, très esthétique. Elle a ce côté sombre qui rappelle l'espace. Ouais. Et puis bien sûr, c'est la montre que portaient mes collègues qui sont allés en orbite basse terrestre, autour de la Lune et sur la Lune. Bien sûr. Et j'en connais plusieurs. Donc Ouais. c'est une montre pour moi qui porte toute une histoire, qui est une étape très importante dans toute l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'astronautique habitée. Le premier satellite est parti en 57, Ouais. le premier humain Yuri Gagarin en 61, donc ça fait 59 ans cette année, et les premiers humains sur la Lune c'est 69. Donc Alors justement, 69. jusqu'en 72. Ouais. Oui, bien sûr, dernier alunissage en 72. En 69, vous aviez 11 ans, votre père était pilote de chasse, ça veut dire que votre vocation, elle était déjà en vous, et est-ce que cet événement planétaire, une des plus grandes, si ce n'est la plus grande conquête humaine de tous les temps, est-ce que ça a été un accélérateur pour vous, pour devenir astronaute et faire que, en 92, je crois, vous êtes parti dans l'espace pour la première fois? Alors probablement inconsciemment, cette mission Apollo 11 a été un accélérateur, mais inconscient parce que, a posteriori, après avoir été astronaute, je réalise que ce dont je rêvais quand j'avais 11 ans, en voyant cette mission des collègues sur la Lune, je rêvais d'aller dans l'espace, mais je ne rêvais pas d'être astronaute qui est un métier. Ouais. Astronaute consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, donc on apprend comment, et vous allez faire votre boulot dans l'espace. Je rêvais d'aller dans l'espace, et la nuit quand je dormais aussi, ça m'arrive maintenant encore, mais rarement. Et j'ai rêvé que j'étais dans l'espace, pendant que j'étais dans l'espace. Mais je rêvais d'aller dans l'espace pour voir la Terre de loin, pour être en apesanteur, pour voyager au-delà du système Terre. Ouais. Mais j'ai jamais pensé que je rêvais de piloter un vaisseau spatial, un bras robotique, d'être en scaphandre. C'est pas ça. D'ailleurs, dans mes rêves, quand je volais dans l'espace, je n'avais pas de scaphandre. Je n'avais pas besoin de scaphandre. Donc, bien sûr, cette épopée Apollo a marqué mon enfance et a inscrit dans mes cellules les graines qui allaient faire de moi plus tard un astronaute. Mais c'est pas ça qui m'a fait dire je veux devenir astronaute et faire de mon métier un métier qui a lieu dans l'espace. Ouais. J'ai rêvé que j'irais dans l'espace un jour, adulte, pour les vacances, pour le week-end, pour le fun. Mais pour moi, mon métier plus tard, ce serait ou médecin ou architecte. Médecin parce que je trouve que réparer les gens, ça reste le plus beau métier du monde. Et encore aujourd'hui, je le crois, et on l'a vu récemment, j'avais un parrain médecin, un cardiologue que j'admirais. Et architecte parce que j'aime bien assembler, j'aime bien construire, j'aime bien dessiner. Bon, finalement, Finalement, vous êtes devenu astronaute. c'est Apollo et probablement Star Trek qui m'a beaucoup marqué aussi à cette époque. J'étais au Liban entre mes 13 et 16 ans et ma série télévisée favorite c'était Star Trek. Voilà. Et donc je rêvais d'être télécommandeur de sondes interplanétaires. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard comme métier, j'ai fait beaucoup d'aéromodélisme. Ouais. Pour moi, piloter à distance un avion, donc j'agis ici pour faire à une machine là-bas ce que je décide ici. Ouais. C'est une forme de téléportation. Ouais. C'est la téléportation d'intelligence humaine en quelque sorte. Et pour moi, faire ça avec des machines qui vont dans l'espace, beaucoup plus loin que la Terre, même la Lune, Jupiter, Saturne, c'est ça que je voulais faire et c'est ça que j'ai fait.
sûr. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail. Mais à côté, j'étais un peu aventurier. Je regarde la trotteuse là qui... Alors justement, en termes comme ça de téléportation dont vous parlez, était-ce dans votre deuxième mission, un deuxième voyage dans l'espace en 94 de mémoire, ou celui en 97, où vous êtes en charge du réglage et de la maintenance du télescope Hubble? Alors, Parce qu'on est assez proche finalement de la téléportation, en tout cas sensorielle. Ah oui, de toute façon, En regardant des étoiles de très très loin pour les voir de plus près. Bien sûr, l'exploration spatiale, elle a deux grands volets. Habitée, avec des humains, des hommes et des femmes, et inhabitée. Et inhabitée, elle se fait sous deux formes. In situ, avec des sondes qu'on envoie dans le système solaire, parce que ça reste une histoire de quelques années, ça reste dans une échelle humaine de concevoir une sonde qui se pose sur Mars, qui creuse, etc. Mais dès qu'on veut voir au-delà du système solaire, il n'y a que les télescopes. Voilà. Donc l'exploration spatiale inhabitée, avec des sondes pour le système solaire, et avec des télescopes aussi pour le système solaire, et pour au-delà du système solaire, d'autres étoiles de notre galaxie, ou même d'autres galaxies et étoiles d'autres galaxies. Donc là, vous avez ici sur mon blouson NASA, c'est mon blouson d'astronaute que la NASA nous donne, qui est anti-feu en Nomex. Donc le logo NASA, le logo de l'agence spatiale qui m'a détaché à la NASA à Houston, le logo de ma promotion NASA, donc je fais partie du 14e groupe, 14e groupe, qui a été créé en 1992, et il se trouve que 1492, c'est l'année de Christophe Colomb. Voilà. Colomb, tout à fait. Et puis ici, mon pays. Une autre grande aventure humaine. Et après le premier vol spatial, on nous met ici Mach 25, qui veut dire que j'ai volé à 25 fois la vitesse du son. Et au fur et à mesure des missions, la NASA nous brode, enfin nous coud sur le blouson l'écusson de notre mission. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crew patch, l'écusson d'équipage, parce qu'il y a un écusson de la mission et un écusson de l'équipage. C'est-à-dire ce qui caractérise ces écussons, c'est qu'ils portent le nom des membres d'équipage. Donc mon premier vol, c'était dédié à l'étude de l'atmosphère, une mission pour la planète Terre. Mon deuxième vol, une mission pour les hommes dans l'espace, ravitailler la station spatiale russe Mir, qui veut dire monde épais en russe. Et mon troisième vol pour aller réparer le télescope spatial Hubble qui était totalement en panne. Voilà. Et pour cette mission, la NASA m'avait confié une Spin Master d'Omega. Quelle année c'est 97? C'était 99. 99. Mon troisième vol spatial. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait confié comme Speedmaster? Oui, la NASA m'a confié un nouveau modèle qui s'est appelé à un moment donné la Mars Watch. Et qui finalement s'est appelée la X33. Et qui était une montre à quartz qui permettait d'avoir une mesure du temps très précise et aussi un affichage digital. Donc en plus d'avoir l'heure et les secondes de façon analogique, qui reste pour moi le summum de la lecture du temps, comme ça. Quand vous voyez la position des aiguilles, sans réfléchir, vous savez. Vous n'avez pas besoin de lire. Voilà. Pas besoin d'interpréter la lecture. Quand vous lisez des chiffres ou des lettres, il faut interpréter les chiffres. Il y a un travail supplémentaire de traitement de l'information. Là, l'information analogique, c'est comme dans les avions. Vous savez, même dans les avions modernes d'aujourd'hui, on maintient, même si c'est recréé par des écrans, des indicateurs qui se déplacent linéairement le long d'une graduation, plutôt que juste des chiffres et des virgules, etc. Parce que l'analogique, c'est la façon de lire le plus vite et avec le moindre risque de faire une erreur. Mais c'est juste pour le temps. L'heure, minute, seconde, éventuellement trotteuse. D'ailleurs, la première fois que j'ai tenu dans ma main une Speedmaster mécanique comme celle-ci, avec le tachymètre, j'ai passé un temps fou à tester le tachymètre, à tester la précision de la vitesse que me donne la montre par la précision que j'ai eue d'appuyer au bon moment pour démarrer et arrêter la voiture. Bien sûr. Et j'adorais faire ça. Justement, vos biorhythmes, les biorhythmes humains, je veux dire, on est réglé par le coucher et le lever du soleil. Comment vous gérez justement ce temps? Et comment la perception du temps dans l'espace est-elle différente? Le temps est très important, fondamentalement pour deux raisons dans les vols spatiaux. D'abord, il y a des actions à réaliser en orbite, dans une mission spatiale même qui va plus loin, comme vers la Lune, qui doit se dérouler à un moment donné très précis
prévues à l'avance, soit par rapport à l'heure de décollage, soit par rapport au lever ou au coucher du soleil, par exemple. Une autre raison pour laquelle le temps est très important, et je dirais à mieux que la seconde, c'est que les corrections d'orbite se font à la seconde près. Chaque seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Quand on est en orbite basse terrestre, on vole à 28 000 km par heure. C'est presque 8 km par seconde. Donc, si vous allumez un moteur une seconde trop tard, ou vous l'arrêtez une seconde trop tôt ou trop tard, c'est 8 km d'erreur. Donc, dans le cas de rendez-vous orbitaux ou de précision de rentrer dans l'atmosphère pour aller rejoindre un point d'atterrissage précis, on ne peut pas se permettre de se tromper de plus d'une seconde. Bien sûr. Et d'ailleurs, il est connu que lors de la mission Apollo 13, Bien sûr, avec Jim Lovell. Racontez-nous ça, Jean-François. Donc la mission Apollo 13 est une mission qui n'a finalement pas amené les astronautes sur la Lune, parce que pendant son allée vers la Lune, un réservoir d'oxygène a explosé. On sait très bien pourquoi, a posteriori, on a corrigé. C'était un design qui ne permettait pas de se protéger contre un court-circuit ou contre un seul court-circuit. Or, tous les vaisseaux spatiaux doivent être conçus pour pouvoir protéger l'équipage en cas de n'importe quelle double panne. Donc ils ont décidé de garder le module lunaire attaché, de passer derrière la Lune et de redonner une impulsion pour revenir vers la Terre. Oui. Donc une impulsion pour ralentir et être capturé par la Lune pour faire le tour, puis une autre impulsion pour retourner vers la Terre. Et ils ont utilisé leur Spin Master pour allumer et éteindre le moteur au moment très précis. Pendant 14 secondes. Jean-François, on est accueilli ici par l'aéroclub de La Rochelle. Donc autour de nous, il y a des avions, de tourisme, on va dire. On s'est mis à côté de celui-ci qui est rouge et blanc parce qu'il fait penser un peu à la fusée du professeur Tournesol, qu'on voit dans l'album que tout le monde connaît de 1954, On a marché sur la Lune. Mais on conviendrait avec moi que ces avions ou la fusée du professeur Tournesol, ça ne permet pas d'aller sur la Lune et d'y marcher. Est-ce que dans la grande confrérie des astronautes ou des spationautes, je ne sais pas comment vous les appelez, vous avez rencontré, côtoyé l'un des astronautes américains qui a marché sur la Lune? Ben oui, j'ai la chance d'être arrivé dans le programme spatial habité, un peu à cheval entre l'époque des cow-boys d'Apollo, entre guillemets, cow-boys sympas et professionnels, Ouais. et puis l'époque un peu plus aseptisée, très informatisée d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant d'aéroclub, c'est vrai qu'un avion comme ça ne peut pas aller dans l'espace. Une fusée Tintin non plus d'ailleurs, parce qu'elle est mono-étage. Et c'est un concept qui n'est pas viable, le mono-étage qui part et qui revient entièrement. Le principe des étages d'ailleurs, disons-le dans une fusée. Il y a l'obus spatial de Georges Méliès aussi, lui il était mono-étage aussi. Oui, mais alors, l'arrivée, rien n'était prévu, et il faut voir le canon qui était construit pour le lancer. Mais vous savez, même un avion comme ça, qui ne vole pas très vite, par rapport à la navette spatiale, je vous disais, qui vole à 25 fois la vitesse du son, c'est un avion qui fait de la navigation. L'astronautique, c'est de la navigation avant tout. Il se trouve que c'est la navigation au milieu des astres, si on considère que la Terre, la Lune et plus tard Mars sont des astres que nous allons visiter, mais c'est une histoire de navigation. Et le b.a.-ba en navigation, quand vous apprenez à piloter, sur l'avion le plus simple, c'est la boussole, le cap, et la montre. C'est-à-dire un outil, un instrument qui ne demande aucune énergie, la boussole, juste le champ magnétique terrestre, et la montre, qui est un outil mécanique qui demande une grande précision, qui vous permet d'avoir une estimée de la distance parcourue, en fonction de votre vitesse et du temps. J'ai appris à piloter au cap et à la montre. Dans l'espace, lors du rendez-vous spatial. Le rendez-vous spatial consiste à aller rejoindre, en décollant depuis le sol, un vaisseau qui est déjà en orbite, à 28 000 km/h. Eh bien, si on perdait tous nos radars, tous nos systèmes au laser, etc. pour le rendez-vous, on apprenait à faire le rendez-vous spatial selon des techniques développées par Buzz Aldrin dans sa thèse en astronautique, son doctorat, au cap et à la montre, comme le petit avion. Et ça marche. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une montre fiable et précise. Fiable et précise. Fiable parce que vous devez pouvoir compter dessus, et précise parce que, je vous le disais,
La seconde, une seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Donc, ce qui veut dire que vous, comme astronaute, et les cow-boys américains dont vous parliez tout à l'heure, vous avez démarré de la même façon avec la carte, la boussole, la montre. exactement. Alors, Certains d'entre eux ont marché sur la Lune. Alors, j'arrive dans le 14e groupe d'astronautes de la NASA et on me présente John Young, qui pour moi est le plus grand de tous les temps à ce jour. 6 vols spatiaux, 2 Gemini dans le premier, 2 Apollo vers la Lune, dont 1 sur la Lune, et 2 missions navette spatiale, dont le premier vol de la navette spatiale. Et John Young est encore actif instructeur pour les jeunes astronautes sur la navette spatiale. Quand vous avez démarré? Quand j'ai démarré, j'ai eu John Young en place gauche, dans le simulateur, avec moi, et qui était mon instructeur. Et qui parfois brûlait les étapes de la procédure parce qu'il connaissait tellement par cœur la navette spatiale, 1000 interrupteurs dans le cockpit. Donc, pour ne pas vous tromper, vous vous forcez à respecter les procédures, à lire. À tel moment, heure, minute, seconde, souvent on utilise, en fait, dans les missions courtes, l'échelle de temps primordiale, c'est le temps écoulé depuis l'instant 0 de décollage. En jour, heure, minute, seconde. On appelle ça le Mission Elapsed Time. Temps écoulé de la mission. Donc on n'est jamais, qui part de 0. On n'est jamais demain, mardi, à 14h30 et 27 secondes. C'est toujours en jour, heure, minute, seconde. Dans les missions courtes, c'est jour, heure, minute, seconde, par rapport à l'instant de décollage. Dans les missions longues, on utilise le Julian Day, c'est-à-dire la journée dans l'année, jour, heure, minute, seconde, et le jour, c'est le énième jour depuis le 1er janvier. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il y a 2 échelles selon que les missions soient longues ou courtes. Là, on touche à quelque chose qui est quand même à la fois compliqué et un peu philosophique. Je pense que le Julian Day vient du calendrier julien, donc de l'époque de Jules César, où en fait l'an 1 réellement c'est l'an 0. Puisque le premier jour de la première année, en fait non, c'est pas la première année, c'est le premier jour de l'an 0. Mais c'est vrai que bon, exactement. Si on décolle par exemple le 20 janvier, eh bien on lira que nous sommes dans le 20e jour qui n'est pas terminé, parce qu'il n'y a pas de jour 0. Voilà. Le 1er janvier démarre par 1er janvier, même si le 1er janvier n'est pas encore terminé quand vous êtes dedans. D'ailleurs c'est intéressant parce que la façon de lire l'heure, quand il est 4h30, vous dites 4 heures, sous-entendu écoulé entièrement, et 30 minutes. La façon de lire l'heure couramment chez les Russes, c'est 30 minutes de la 5e heure. Vous entendez le mot, la racine du chiffre 5 et pas 4. Un Russe dit, il est 30 de la 5e, mot à mot, pour dire il est 4h30. Ça c'est passionnant ça. Vous parlez couramment, enfin vous avez appris le russe. J'ai appris le russe et juste parler le russe couramment. Je me débrouille avec les collègues, etc. J'ai perdu beaucoup de vocabulaire, mais j'ai gardé une bonne syntaxe et j'adore cette langue. C'est une très très belle langue. Mais revenons donc à John Young. Oui. John Young. Quelle mission Apollo John Young était sur Apollo 10, dans le module de commande qui est resté en orbite lunaire pendant que Stafford et Cernan descendaient avec le module lunaire proche de la surface. Mais ils ne se sont pas posés. Apollo 10, c'était un remake d'Apollo 11 sans le toucher. Voilà. Et là, John Young était dans le module de commande, celui qui reste tout seul en orbite autour de la Lune. Le Michael Collins de Apollo 11. Puis John Young a été commandant de bord d'Apollo 16, qui a amené 3 astronautes vers la Lune, dont 2 sur la Lune, lui et son pilote Charlie Duke, que j'ai connu un peu plus tard, très grand ami, adorable, et qui m'a inspiré pour choisir ma montre Speedmaster mécanique. C'est vrai? Oui. J'ai l'impression que c'est celle que Jean-François a au poignet qui, depuis tout à l'heure, me fait de l'œil. Regardez comme elle scintille. Elle est intégralement bleue. Elle s'appelle celle-ci? Le Blue Side of the Moon, le côté bleu de la Lune. Les amis, je vais demander à Jean-François. La face bleue de la Lune. La face bleue de la Lune. Est-ce que je peux l'essayer, Jean-François? Ah oui, bien sûr. Très grand plaisir.
elle est magnifique. Alors c'est une montre mécanique, automatique, Oui. parce qu'elle a un balancier, Oui. qui est d'une technologie extrêmement avancée en termes de matériaux. Là, j'ai été voir chez Omega, l'usine de fabrication, c'est extraterrestre, c'est futuriste. Quand vous regardez d'abord toute la précision de conception et les matériaux, c'est une montre en plus antimagnétique, amagnétique. Ça veut dire vous pouvez la mettre dans le champ magnétique le plus intense que n'importe quel humain peut rencontrer sur Terre ou même dans l'espace ou près d'un gros moteur électrique avec un gros électroaimant. Ça ne va pas influer le fonctionnement mécanique de la montre. Les matériaux ne sont pas sensibles au champ magnétique. Dans la navette spatiale, dans une fusée, le magnétisme est un problème. Alors pas dans la navette spatiale, mais dans certaines missions, par exemple, il y a à l'extérieur de la Station spatiale internationale, il y a une expérience de détection d'antimatière, l'AMS, qui possède des aimants qui sont extrêmement puissants, qui dérégleraient n'importe quelle montre mécanique classique. Mais avec cette montre, pas de problème. Si les astronautes la portent sur leur scaphandre, elle ne sera pas influée. Le cadran est absolument magnifique. Il me fait penser à un ancien modèle d'Omega, qui était une Omega Constellation. Et Constellation, bah, c'est une myriade d'étoiles, on va dire. Et j'ai le sentiment que le cadran est en aventurine, qui fait que quand on le déplace comme ça, on a l'impression que c'est la Voie lactée qui est. Oui, c'est fascinant parce que ça me rappelle une expérience spatiale très forte. Quand vous regardez par le hublot, oui. Vous voyez la Terre, le Soleil, la Lune si elle est dans votre champ de vue, le reste est noir d'encre. On ne voit pas les étoiles. Si on veut voir les étoiles, et je connais des collègues astronautes qui ont oublié de faire ce qu'il faut pour voir les étoiles, il faut attendre que le vaisseau soit dans une orientation telle que la Terre et le Soleil sont dans le dos, éteindre toutes les lumières dans le cockpit, ce qui est normalement interdit dans un vaisseau, quel qu'il soit, même sur les bateaux, pour permettre aux yeux de s'adapter à l'obscurité en ouvrant la pupille et en activant les bâtonnets. Dans la rétine, il y a les cônes et les bâtonnets dédiés à la vision nocturne. Au bout d'une dizaine de minutes, votre vision est adaptée à l'obscurité et c'est tapissé d'étoiles, qui ne scintillent pas parce que le scintillement des étoiles vues depuis le sol terrestre est lié à l'atmosphère. Donc ce sont des points très précis, colorés, la couleur dépend de la température, et cette montre, selon l'angle avec lequel vous regardez le cadran, vous montre un écran uni, bleu, bleu, cosmique, ciel, ou des points très précis qui scintillent de différentes couleurs. Donc ça me rappelle cette expérience entre le ciel qui apparaît vide de tout, le néant à l'infini, la première impression sensorielle, et quand vous éteignez les lumières, dans des directions particulières, eh bien c'est un monde rempli de milliards d'étoiles. Vous savez que c'est une anecdote d'astronomie. On est capable d'observer qu'environ 4% de notre univers. Toute gamme de fréquences confondues, rayons X, ultraviolets, rayons radio, infrarouge, etc. Le reste de la matière n'émet rien dans l'électromagnétique. On ne peut pas le percevoir. Dans ces 4%, grâce entre autres au télescope spatial Hubble, on sait qu'il y a de l'ordre de 200 milliards de galaxies. Et chaque galaxie, c'est en moyenne 200 milliards d'étoiles. Ça fait 40 000 milliards d'étoiles dans les 4% seulement de notre univers qu'on est capable d'observer. Voilà. Et cette montre, qui a énormément de performances technologiques, de performances d'ailleurs, je suis tombé sur un modèle, je ne sais pas, par chance, mais elle dérive de moins d'une seconde par 15 jours. Cette montre mécanique, vous savez que c'est la précision, la meilleure précision mécanique au monde n'atteint pas ce degré, mais je suis tombé sur le réglage parfait. Et ça, vous avez découvert ce modèle en côtoyant Charlie II. Voilà, j'avais utilisé la X-33 de la NASA, fournie par Omega, dans mon 3e vol spatial, et je me disais, je ne peux pas ne pas porter une montre mécanique comme mes collègues qui ont marché sur la Lune. Et donc, je regarde la montre de Charlie Duke, que j'ai vu très régulièrement. Malheureusement, John Young est décédé maintenant, mais Charlie Duke, je l'ai vu encore il y a quelques mois, il a volé dans mon avion 0G. Il a revécu pour la première fois la gravité lunaire dans l'avion qui fait les vols paraboliques. Vous savez, on appelle R0G, le jour de ses 84 ans. Et je lui demande conseil pour choisir une montre Speedmaster mécanique. Je regarde son poignet. Et il avait celle-ci. Et je vois celle-là.
Et je me dis, j'adore, parce qu'elle a ses aiguilles très fines, grande précision, elle indique la date, et elle a la phase de lune. Eh oui. Et aujourd'hui, on sait faire des montres qui sont dans un volume très correct, en plus automatique, avec un superbe balancier, mais transparent. Et ça, c'est aussi, c'est très sympa de voir. Tous ceux qui aiment l'horlogerie aiment voir la mécanique des montres. Oui, c'est très, Et on voit la phase de réussi. lune qui est extrêmement précise sur plus de 2 mois. Vous regardez exactement le moment où vous avez la pleine lune, c'est exactement le moment où elle vous l'indique. Alors justement, Jean-François, s'il y avait un adjectif pour résumer votre Omega Speedmaster Blue Side of the Moon, ou une punchline, ce serait quoi? C'est très difficile parce que j'adore cette montre pour beaucoup de raisons différentes et chaque raison à elle seule mériterait que je la qualifie. La technologie, les matériaux, sa performance antimagnétique, sa précision temporelle. Mais il faut en choisir un. Un seul, les amis. Je la qualifierais de stellaire. Voilà. Je porte les étoiles avec cette montre au poignet. Ouais, Ouais. avec un superbe Stellaire. cadran en aventurine. Ouais. Si, le petit détail, le truc qui, où à chaque fois vous vous dites waouh, c'est quoi? Alors, sur cette montre, le détail pour moi important, c'est la lune. La lune en or est gravée selon la face visible, la face cachée. Avoir la lune à mon poignet, pour moi, c'est émouvant et c'est sentimental, même si je ne suis pas allé sur la lune. Mais j'ai travaillé avec John Young. Je vois régulièrement Charlie Duke et puis je Buzz Aldrin aussi, que je vois régulièrement. Et vous... pour moi, ces humains qui ont touché la Lune ont fait le lien avec l'humanité et je pense naturel, depuis que l'humain a marché sur la Lune, les hommes ont marché sur la Lune, je trouve ça naturel de porter la Lune à son poignet. Quand on est allé 3 fois dans l'espace, comme vous, je crois que vous êtes l'astronaute français qui est allé le plus souvent dans l'espace, et également le plus jeune. Oui. Est-ce que vous regrettez, est-ce que c'est un regret de ne pas avoir marché sur la Lune? Alors vous savez, un regret, c'est quand vous pensez que quelque chose va arriver et puis qu'au dernier moment, vous ne pouvez pas le faire. Je suis tombé à une époque où je savais qu'il n'y avait pas de programme lunaire en cours. Donc le programme de navette spatiale, en fait, coûtait tellement cher que la NASA a dû arrêter plus tôt que prévu les vols lunaires. Vous savez qu'Apollo 18, 19, 20 étaient prévus au départ. Sûr, bien sûr. Sur le plan plus personnel également, si vous me le permettez, vos enfants, ils vous voient comme un Jedi ou ils vous voient comme un papa? Ou les deux? Vous savez, mes enfants sont nés, j'étais déjà astronaute, mes voisins étaient astronautes, on se voyait au barbecue le week-end entre familles d'astronautes. Pour eux, c'était un boulot normal. Oui. Et d'ailleurs, quand on est rentré en France, mon fils était au CM2. Et quand le professeur demande à chaque élève ce que font les parents, mon fils, mon père est astronaute, et tout le monde se moquait de lui. Et en plus, il tutoyait la prof, parce qu'il avait connu que les écoles américaines, Bien sûr, où oui. il n'y a que le you. Bien sûr, il n'y a pas la différence entre le vouvoiement et le Bien sûr, tutoiement. bien Alors, sûr. tous les autres se retournaient vers lui en disant, qu'est-ce que c'est ce gamin qui dit tu, qui n'a pas appris à dire vous, mais non, je pense que c'est maintenant que mes enfants sont grands. Ils ont fini leurs études. Ma fille vient de finir il y a 6 mois et mon fils il y a 2 ans. Ils comprennent que les vols spatiaux, c'est quelque chose qui est encore rare, qui est risqué, qui demande un très haut niveau d'excellence et de professionnalisme, qui nécessite de manipuler des engins très complexes. Et à ce sujet, j'ai une surprise pour vous. Donc, d'abord, Donc après ma surprise, vous avez une surprise. Oui, alors là, c'est quand même une montre qui a 50 ans. C'est Ouais. dingue. C'est dingue. C'est une montre qui a connu les missions Apollo, l'ère des missions Apollo. Oui, alors, la surprise que j'ai pour vous, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah non. Ah, ça me dit quelque chose. Mais c'est la fameuse Omega Speedmaster X33. X33, Skywalker. Ah. dont je C'est- suis l'inventeur. Et qui m'a valu de travailler avec Omega, d'aller à Bienne, de voir comment ils travaillent, d'échanger avec leurs ingénieurs. C'est une expérience fantastique et qui est devenue la montre que portent aujourd'hui les astronautes dans l'ISS. Donc c'est une évolution de la X33, en fait dans toutes les fonctions, et l'affichage, le mode d'affichage digital sont totalement différents de la X33. Par contre, le concept du boîtier en titane et l'alarme sonore qui vous réveille la nuit,
c'est la seule montre qui peut vraiment, qui vous réveille même si vous êtes profondément endormi. Là, ce sont des brevets Omega. Est-ce que je peux l'essayer également, celle-ci? Et alors bien sûr, oui, avec plaisir. Elle est extrêmement légère. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez inventé, Jean-François, sur ce modèle? Donc quand je disais, est-ce que votre fils, excusez-moi, vous considère comme un Jedi, en fait, vous êtes à l'origine d'une montre du plus connu des Jedi, le Skywalker. Alors c'est intéressant parce que lorsque j'ai conçu cette montre, une des fonctions principales qui me manquait, c'est le Mission Elapsed Time programmable en rentrant une date. Toutes les montres qui ont un compte à rebours, ce qu'on appelle communément en anglais un timer, demandent à l'opérateur de la montre de rentrer une durée. Donc d'abord, il faut calculer la durée, bien sûr. Et après, il faut guetter le moment où vous dites au timer de démarrer. Quand vous connaissez la date du T0, comme le décollage, l'instant zéro de décollage à la seconde près, vous rentrez la date dans la montre. Mais ce T0, il est connu des mois avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc longtemps avant, vous rentrez la date, jour, heure, minute, seconde. La montre qui sait quelle heure il est, parce que c'est quand même sa fonction numéro 1, elle fait la soustraction pour vous et elle vous montre spontanément combien de temps il reste en jour, heure, minute, seconde, jusqu'à cette date ou écoulé depuis cette date. Donc j'ai un Mission Elapsed Time très facile à programmer. Je prends un exemple. Il me semble que le premier vol d'Ariane 6 est prévu en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, maintenant c'est 2021. Voilà. J'aurai cette montre, date prévue de décollage. J'entre la date, j'ai un compte à rebours jusqu'au décollage de la fusée, et à la seconde près du décollage d'Ariane 6, ce n'est plus le compte à rebours que j'ai le Mission Elapsed Time. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le Mission Elapsed Time, il peut être négatif quand en fait il ressemble à un compte à rebours. Mais ouais, il passe le zéro, il vous fait un petit son. Et bah oui, parce que... Et là, par exemple, ici, j'ai le Mission Elapsed Time de la mission Crew Dragon. J'étais sur un plateau de télé. Bon, je connaissais à la seconde près, d'ailleurs, j'avais dû corriger l'animateur parce que c'était 9h22 du soir, mais et 44 secondes. Ouais. Mais c'était écrit nulle part. Ouais. Donc, quand on passait pile 9h20, on entendait, oui, il reste plus que 2 minutes. Non, c'est 2 minutes et 44 secondes. Et donc là, vous avez le Mission Elapsed Time qui est affiché sur la X-33 de mes collègues astronautes qui ont décollé avec le Crew Dragon le 30 mai. Voilà. Donc c'est, regardez, ils ont décollé il y a 18 jours, 16 h, 45 minutes et 14 secondes. Top. Ça veut dire qu'avant cette fonctionnalité, un astronaute, au moment où la fusée, pour la simplifier, décolle, il fallait qu'il appuie sur son chrono. Alors, la montre, le modèle X-33 précédent d'Omega avait déjà le Mission Elapsed Time. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait l'enclencher. Omega, oui. Omega était la première marque à proposer une montre qui affiche un Mission Elapsed Time, c'est-à-dire un compte à rebours qui passe ses zéros, continue en avant, en comptant secondes, minutes, heures et jours. Mais la façon de le programmer, c'était comme un timer classique. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Donc, à quelle occasion vous avez imaginé ça? Il y a un rapport avec votre métier, très clairement, parce que vous subissez ces contraintes, des outils que vous avez, des matériels que vous avez. Quand est-ce que vous vous êtes dit, il faut que j'imagine, il faut que je conçois? C'était pas, il fallait que j'imagine. Quand j'étais dans l'espace, souvent, je regardais mes montres et je me disais, tiens, j'aurais bien aimé avoir ça. J'aurais bien aimé avoir ça. Par exemple, quand vous êtes opérateur et qu'il se passe des événements, vous tenez un logbook. Et dans le logbook, vous inscrivez exactement le moment où a lieu tel événement. Vous avez appuyé sur la gâchette pour larguer le télescope, vous avez ouvert la porte du SAS à un moment précis. Celui qui tient le log. Moi, je voulais pouvoir lire sur une seule page, jour, heure, minute, seconde, sans avoir à cycler entre plusieurs pages pour lire des informations que je dois mettre sur ma marge à gauche de mon carnet de logbook. Donc, comme ça, j'avais en tête plusieurs fonctions que je considérais comme idéales pour le vol spatial et la navigation en général, pas seulement dans l'espace, même en avion, en bateau. Un jour, j'étais en mission à Moscou, parce que j'étais responsable de la définition des écrans de contrôle de la Station spatiale internationale. Et tout ça, je le faisais en consultation avec mes homologues russes. Et puis, le soir, je m'ennuyais à l'hôtel. Et j'ai rédigé un petit fascicule, la montre idéale pour le vol spatial et la navigation en général.
une fois que je l'ai faite, l'ESA m'a dit, l'Agence spatiale européenne, tu as inventé ce concept de montre, de fonction et d'affichage dans le cadre de ton métier d'astronaute, donc c'est un brevet qui nous appartient. Tu es déclaré l'inventeur, mais on va protéger ton invention en payant la protection du brevet. Et maintenant, essaie de trouver une marque pour faire la montre. Ah oui. Donc j'ai vu tous les horlogers. Et tous voyaient qu'il s'agissait de réinventer les fonctions, pas juste relooker le boîtier. Oui. Et donc tous étaient intéressés, mais ils disaient c'est pas le bon moment, tout ça. Et Omega est la première marque qui m'a rappelé en me disant écoutez monsieur Clairvoy, on aimerait faire votre montre, à condition qu'on utilise le boîtier, les technologies, les matériaux de la X33 existante. Et c'est comme ça qu'ils m'ont invité à Bienne et qu'ils m'ont proposé le choix du nom. Donc ils m'ont montré plusieurs noms qu'ils avaient protégés depuis longtemps. Oui. Donc parce que je voulais l'appeler au départ Astro Timer. Oui. Parce que Astro pour astronaute et Timer parce que la fonction vraiment innovante qui m'a fait penser à une nouvelle conception de montre, c'est ce timer basé sur une date et pas sur une quantité de temps. Vous savez, une durée, c'est une quantité de temps. Et alors, ils m'ont dit oui, mais timer, il y a beaucoup de marques qui utilisent timer dans le nom de leur montre. Voilà des noms qu'on a protégés depuis longtemps. Donc je regarde et je vois Skywalker. Skywalker est protégé, vous appartient. Il me dit oui, oui. Alors voilà, j'en dis Skywalker. C'est comme ça que c'est maintenant cette montre s'appelle la Speedmaster Skywalker X33. C'est gravé derrière. Alors avec une petite anecdote sur ce qui est gravé derrière, il y a le logo de l'Agence spatiale européenne. Oui. Et ils m'ont dit comment on indique qu'elle s'est faite avec l'ESA, en partenariat avec l'ESA. Donc il y a marqué Tested and Certified by ESA, parce que j'ai donné accès aux moyens d'essais spatiaux à Omega. Donc la montre a été testée dans des chambres à vide, dans des chambres à rayonnement avec l'ONERA, dans des pots vibrants, dans des températures extrêmes, dans un échange de licence avec Omega, dans l'accord de licence qu'on a avec Omega. Et donc elle a été testée, et Omega me dit on met quoi, Tested and Certified? Je dis oui, parfait. Alors que quelques boîtiers étaient imprimés, les juristes de l'Agence spatiale européenne m'appellent et me disent écoutez, on ne peut pas vendre des montres, laisser Omega vendre des montres, où on dit que l'ESA a certifié une montre. Nous ne sommes pas une société d'horlogerie, nous ne sommes pas identifiés comme, nous ne sommes pas qualifiés pour certifier des pièces d'horlogerie. Donc on va juste mettre tested. Mais je leur dis, mais si on met que tested, on ne sait pas si le test a réussi ou pas, selon les spécifications qu'on s'était données. Et finalement, on a décidé tested and qualified by ESA. Donc vous allez dans une boutique Omega, vous demandez à voir une Skywalker, ce sera marqué tested and qualified by ESA. Il n'y a que quelques dizaines de montres Skywalker X33 pour lesquelles c'est marqué dans le dos Tested and Certified by ESA. Et c'est fort logiquement que vous en avez une qui est Tested and Certified. Ah ben, les premiers lots de la série, oui. les premiers lots de la série, dans l'accord de licence, oui. Omega les a mis à la disposition du corps des astronautes de l'ESA. Et a commencé à en fournir aux Russes pour tout équipage qui monte dans le Soyouz. Même américains, japonais, etc. Donc tous ceux qui montent dans les fusées russes ont cette X33 Skywalker Speedmaster Skywalker X33. Donc là, avec donc voilà mes deux Omega, et donc je ressemble un peu, si je fais ça, à Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, il porte deux montres à son poignet. Oui. Il porte la Speedmaster mécanique, oui, et ma montre. Quand je l'ai vue peu de temps après qu'elle soit sortie sur le marché, qu'elle soit fabriquée en série, je rencontre Buzz, je dis mais you have my watch? He said yes, I know this, you invented that. Voilà, donc c'est une montre fabriquée par Omega et qui a un look, elle est magnifique. Elle est extrêmement légère également. Elle a des aiguilles fines, comme ça recouvre très peu les cadrans, mais on peut les stocker. Regardez, je stocke les aiguilles et comme ça en 2-3 secondes, on peut tout lire. Si jamais par hasard, une des aiguilles se trouve cachée quelque chose que je veux lire. Et seule, elle se remet à l'heure. C'est magnifique. Alors, en plus,
j'ai profité de ces 15 jours de mission en Russie pour imaginer toutes les fonctions autres que le timer. D'abord, il y avait le timer basé sur une date. Mais les alarmes, par exemple, les alarmes, ça a beaucoup plu à Omega. Les alarmes, il y en a 3, parce que dans l'espace, souvent on a besoin de programmer plusieurs alarmes à l'avance. Une pour, par exemple, changer de chaufferette sur un des réservoirs de carburant. Et puis une autre pour, à un moment donné, pointer la caméra vers tel endroit du ciel, etc., à des moments précis. Alors, si on n'a qu'une alarme, il faut attendre que le prochain événement soit passé pour programmer l'alarme suivante. Là, il y a 3 alarmes. Avec des sonorités différentes? Avec des sonorités différentes. Donc, vous reconnaissez au son si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Donc, c'est simple, c'est des simples bips, des doubles bips, triples bips. Et la montre vous donne le choix de mettre une valeur ou pas à chaque champ de programmation d'alarme. Année, mois, date, heure, minute, seconde, jour de la semaine. Si je mets par exemple 2020, juin, lundi, et rien d'autre, elle ne sera que les lundis de ce mois de juin. Si je mets juste, je mets pas le mois, mais je mets 2020, le 20 du mois, ça ne sera que les 20 de chaque mois. Si je mets le mois, mais sans aucune précision de date ou de jour de la semaine, ça sonnera tous les jours que de ce mois-là. Donc il y a une flexibilité des personnes qui prennent des médicaments, qui font une chose qu'une fois par semaine ou qu'une fois, une fois par jour, mais pendant qu'un mois. Voilà, il y a une flexibilité. Jean-François, on rejoint dans le monde de l'horlogerie et des montres qui ont été lancées dans les années 50, les années 60. On rejoint le concept de la tool watch, c'est-à-dire fondamentalement cette Omega Speedmaster Skywalker X33 au même titre que les Omega mécaniques. C'est un outil de travail et c'est de plus en plus maintenant un outil de travail adapté aux problématiques des astronautes en mission. Ah, clairement, pour les astronautes, la montre est un instrument, outil de travail. Alors justement, en termes d'outils, Jean-François, il va falloir que je vous laisse pour amener cette Speedmaster chez Guillaume l'horloger, puisque je l'ai obtenue pour une personne qui veut l'offrir pour les 50 ans de son mari. D'accord, donc je suis arrivé à la vitesse de la lumière, mais il faut que je reparte assez vite. Si je vous appelle Scotty, est-ce que vous pouvez me télétransporter? Oui, ben je vais vous téléporter. Vous êtes prêts? Oui.